Bon, fait qu'on va commencer la présentation. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur la douleur chronique, plus précisément sur la lombalgie, l'arthrose, la douleur neuropathique. Ça va être présenté par Frédéric Préfontaine-Racine, Olivier Aïp et moi-même, Mélissa Godin. On est toutes des résidentes en médecine familiale en stage ici à la clinique du PEPS. Ça a été aussi supervisé par Dr Alexandra Blanchet, là, qui est aussi médecin ici à la clinique. Donc, l'objectif de la présentation, ça va être tout simplement de vraiment réviser les meilleures conduites en douleur chronique, plus particulièrement là, la douleur lombaire, arthrosique et neuropathique. Le plan de la présentation, on va vous faire une petite introduction sur la douleur chronique. On va vous présenter un article du groupe PEER qui a été publié ce mois-ci là, sur les lignes directrices là, de la douleur chronique. Puis on va vous présenter un peu leurs recommandations pour la prise en charge de la lombalgie, de l'arthrose, la douleur neuropathique, puis faire un petit topo sur la place des opioïdes, des cannabinoïdes en douleur chronique pour terminer avec la conclusion. Donc, la douleur chronique, on sait que c'est prévalent. Au Canada, là, on parle d'une personne sur 5 là, qui vit avec des douleurs chroniques. Donc, c'est très fréquent. On sait aussi que ça peut être très complexe, difficile à traiter tant chez nos patients plus âgés que nos patients plus jeunes. Là, puis on peut un peu se perdre des fois là, avec la littérature parce que souvent, ça peut être incohérent, fréquemment extrapolé aussi à partir des contextes là, de douleurs aiguës, de soins palliatifs qui n'est pas toujours adapté là, pour nos patients avec des douleurs chroniques. Puis on a aussi noté là, dans les dernières années une augmentation de l'abus des opioïdes sur ordonnance, de surdose et de décès là, associés à ça aussi. Donc, la définition de la douleur chronique, c'est une douleur qui persiste là, depuis au moins 12 semaines. La définition de la douleur en tant que telle, c'est vraiment une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Ça, c'est la définition là, de l'International Association for the Study of Pain, qui a même été récemment révisée, approuvée en 2021, qui ressemble beaucoup à la définition qu'on avait là, depuis 1979. Ils ont juste été mettre un peu plus l'emphase sur l'aspect neurologique, sensibilisation à la douleur, puis qu'on n'est pas obligé vraiment d'avoir une lésion là, tissulaire prouvée là, pour que nos patients ressentent vraiment une douleur. Fait que de cette définition-là, on comprend que la douleur, ce n'est pas juste quelque chose de physique, c'est quelque chose, c'est une expérience qui est subjective, qui est personnelle à chacun, qui va aussi varier là, selon l'expérience antérieure, les croyances, les valeurs, la culture, la religion. Là. Puis on sait aussi que l'évolution de la douleur va être surtout médiée par les facteurs psychosociaux plus que la pathologie elle-même là, de la douleur. Donc, comme je disais, la douleur chronique, c'est quelque chose de complexe, c'est pas juste quelque chose de sensoriel. La douleur chronique, ça peut amener des impacts physiques, des impacts psychologiques. Donc, on sait que les gens qui ont des douleurs chroniques, ben, ils sont plus à risque d'être déprimés, anxieux. Puis les patients déprimés, anxieux sont plus à risque aussi d'avoir des douleurs qui se chronicisent, des douleurs importantes. Donc, c'est important de traiter les deux. Bon, il y a aussi le sommeil, évidemment. Là, si on dort moins, on a plus mal. Si on a mal, ben, on dort moins bien. Fait qu'important de traiter ça aussi. Les fonctions cognitives, bon, c'est surtout chez nos patients plus âgés, la mémoire, ça peut un peu influencer là, leur capacité d'adaptation là, avec leur douleur, les autres maladies, les croyances sur la douleur, les stratégies de lutte. Là, on sait que ce qui fonctionne vraiment, c'est les stratégies actives. Là. Il faut que le patient fasse quelque chose. Il y a des patients qui sont plus passifs, qui recherche la pilule miracle, la baguette magique. Là. Fait qu'on sait que c'est pas tellement ça qui fonctionne. Fait que ce schéma-là, il représente bien toute la complexité puis de la douleur chronique. On voit bien que c'est multidimensionnel. Puis ici, qu'on n'est pas capable là, d'aller traiter directement la douleur chronique avec des analgésiques, l'activité physique, ben, il faut aller travailler sur les autres aspects de la douleur chronique puis d'augmenter, d'optimiser l'autonomie fonctionnelle là, dans ce cas-là. Donc, c'est ça, comme je disais tantôt, on vous présente là, les lignes directrices simplifiées du groupe PEER
sur la douleur chronique. Donc, gestion de la douleur chronique lombaire, arthrosique et neuropathique en première ligne. Le groupe PIR est associé avec le Collège des médecins de famille du Canada. C'est un article qui a été publié ce mois-ci là, dans le journal du Collège des médecins de famille du Canada, puis qui a été financé aussi par le Collège des médecins de famille de l'Alberta, de l'Ontario, Saskatchewan, qui a été fait, là, élaboré en mettant l'accent sur les meilleures données probantes disponibles et sur les principes de décision partagés par 10 professionnels de la santé qui ont été faire vraiment 3 revues systématiques là, entre mars 2020 et mai 2021. Là. Il y a eu un total de 285 études là, qui ont été analysées là, avec des répartitions aléatoires et contrôlées. Donc, on vous présente ça. Là. On commence avec les recommandations. Là, en fait, le traitement non pharmacologique de la douleur chronique, qui est en fait la plus importante. Donc, l'activité physique qui est vraiment le fondement de la gestion de la douleur en arthrose, en lombalgie chronique. On sait que les effets avec l'activité physique sont durables. Les bienfaits sont liés à l'exercice. Là, ils persistent au-delà de 12 semaines. Puis on dit que tous les types d'activités physiques sont recommandés selon la préférence du patient, puisqu'ils sont tous d'une efficacité comparable. Par contre, dans l'article, ça précisait que pour la douleur en arthrose, là, l'exercice la plus fréquente là, pour les articles qui avaient analysé pour la douleur arthrosique, c'était surtout des exercices là, guidés en physiothérapie là, qui étaient utilisés le plus fréquemment. Puis pour la lombalgie, ben, il y avait aussi les exercices guidés en physiothérapie, mais aussi le tai chi, le pilates, il y avait la marche nordique aussi, puis le yoga. L'objectif de l'activité doit être la gestion de la douleur indépendamment de la perte pondérale. Donc, c'est sûr que perdre du poids, c'est un plus, mais c'est vraiment l'objectif, là, c'est la gestion de la douleur. Les moniteurs d'activité portables là, jumelés à une ordonnance d'exercice sont recommandés là, pour les patients qui demandent de l'aide pour intensifier leur activité physique. Puis, on n'avait pas de recommandations relatives là, pour ce qui est de la douleur neuropathique, puisque les données probantes ne sont pas concluantes là, pour ce type de douleur. Ensuite, Donc, le prochain point dans les lignes directrices qui est mentionné, c'est par rapport à la psychothérapie qui devrait occuper une place de plus en plus importante dans la gestion de la douleur chronique. En fait, là, Mélissa l'a bien expliqué, les facteurs psychosociaux semblent eux-mêmes plus importants encore que la pathologie elle-même. C'est d'ailleurs démontré là, avec les drapeaux jaunes qui sont de plus en plus présents dans les différentes lignes directrices. Par drapeau jaune, ce qu'on entend, ça n'a pas nécessairement de lien avec les drapeaux rouges là, qui sont des signes qu'il faut aller rechercher des causes dangereuses. Les drapeaux jaunes, c'est plutôt des facteurs qui augmentent le risque de chronicité de la douleur. Puis dans ceux-là, on retrouve beaucoup justement des facteurs psychologiques. Donc, c'est des choses qui vaut la peine d'être explorées là, avec le patient. Dans les thérapies qui sont soulignées dans les lignes directrices dont on vous parle aujourd'hui, il y a l'indémodable TCC, mais aussi là, la réduction du stress basée sur la pleine conscience, qui est une forme de psychothérapie de plus en plus populaire, notamment par le fait que c'est une alternative assez intéressante pour les patients qui n'ont pas beaucoup de sous. Des fois, ils peuvent y accéder là, via des applications, autant sur leur cellulaire que des vidéos YouTube, pour être un petit peu dirigés là, dans ce type de séance-là. Il y a aussi là, différentes formes de thérapie qui sont en train de se développer spécifiquement pour la gestion de la douleur. Notamment, en janvier dernier, dans le JAMA Psychiatry, il y a un article qui est paru sur une équipe de New York qui est en train de développer une thérapie qui est une thérapie de retraitement de la douleur qui présentait des résultats très intéressants. Donc, c'est certain que dans les prochaines années, là, il va y avoir des avenues au niveau des interventions psychologiques qui vont être de plus en plus présentes. Un dernier concept là, par rapport aux interventions psychologiques, c'est un concept qui est de plus en plus décrit dans la gestion de la douleur chronique, c'est l'autogestion de la douleur par le patient, qui est un concept qui incite le patient à prendre une part active dans la gestion de sa douleur. Fait de ne pas s'en remettre là, passivement aux équipes traitantes, puis vraiment de s'impliquer autant dans les décisions que dans la prise en charge de la douleur.
Ensuite, on va explorer ensemble là, les recommandations pharmacologiques pour les 3 catégories qui sont mentionnées dans l'article dont on vous parle, donc douleurs arthrosiques, les lombalgies ainsi que les douleurs neuropathiques. Une première critique dont Olivia va vous faire mention tantôt, c'est le fait que chacune des catégories, de un, n'est pas très bien définie et de deux, des fois, il y a un certain overlap entre les catégories. C'est-à-dire que, par exemple, pour la première catégorie dont on vous parle, douleurs arthrosiques, les études dont il semblait être mention, c'est des études qui portaient sur les douleurs arthrosiques du genou, des mains, des épaules, des hanches. Donc, possiblement que les traitements pharmacologiques qui ont été étudiés ne sont pas nécessairement spécifiques au site de douleur, mais aussi d'autres types d'arthrose, comme l'arthrose facétaire qu'on retrouve dans le dos, avaient plus l'air noté là, dans la catégorie de lombalgie, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Fait que si on se centre là, sur les douleurs arthrosiques pour le moment, dans les traitements qui ont été démontrés avec un bienfait là, pour les patients, il y a les corticostéroïdes intra-articulaires, les ISRN. Quand on parle d'ISRN, la majorité du temps, c'est le Cymbalta. J'ai regardé un petit peu d'autres lignes directrices, là, voir si l'Effexor, qui est également dans cette classe-là, avait sa place. Mais soit qu'il ne semble pas avoir été étudié, soit qu'il n'est pas efficace, mais il n'est pas nommé là, autant dans les up-to-date de ce monde que les Center for Effective Practice. Donc, beaucoup le Cymbalta qui a été étudié dans ce contexte-là. Et finalement, les INS oraux et topiques. Pour les topiques, là, à noter que dans cet article-là, c'est surtout les INS topiques pour l'arthrose du genou et des mains qui ont été étudiés. Sinon, dans les deuxièmes options, c'est-à-dire les traitements qui n'étaient pas concluants ou qui n'avaient pas nécessairement de bienfait, il y en a 2 que j'aimerais vous faire ressortir. D'abord, celui de la viscosupplémentation. C'est quelque chose qui est quand même assez utilisé en clinique, donc on était assez surpris de voir là, que ce n'était pas démontré ayant des bienfaits pour l'arthrose, notamment du genou. Fait que j'ai regardé d'autres un petit peu guides de pratique là, pour voir ce qu'eux en pensaient. À ma surprise, UpToDate était d'accord pour dire que la viscosuppléance n'a pas été démontrée si efficace que ça. Puis la littérature n'était pas en accord, puis il y avait des données un peu discordantes à cet effet-là. Donc, il n'osait pas se positionner là, par rapport à le suggérer dans le traitement. Par contre, là, la American Medical Society for Sport Medicine, eux, dans leurs recommandations, approuvent là, puis recommandent le traitement de viscosuppléance, notamment pour les douleurs du genou. Donc, dans ce contexte-là, quand on est un petit peu à court de ressources pour le patient, que les premières options de traitement ne sont pas non plus très vastes, je pense que ça peut valoir la peine d'être considéré. Par contre, c'est sûr là, qu'il faut en discuter avec le patient puis aller vers une décision partagée. Ensuite, le Tylenol, que pas mal tous les guides de pratique s'entendent pour dire qu'il n'est pas si efficace que ça. Quand il est mentionné efficace, c'est une efficacité statistiquement significative, mais cliniquement, elle ne le serait pas. Par contre, même si ce n'est pas si efficace, tous les guides de pratique s'entendent pour dire que c'est une alternative possible dans le cas où les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, ce qui arrive assez fréquemment. Fait qu'un peu dans le même sens que la viscosuppléance, l'éliminer de la pratique à cause qu'il n'a pas été démontré très cliniquement efficace, je pense que c'est un peu précipité, mais toujours y aller là, en discussion partagée avec le patient. Puis finalement, vous allez voir là, dans les 3 catégories, dont les 2 prochaines que je vais vous parler, l'article mentionnait que les opioïdes et les cannabinoïdes n'étaient pas indiqués pour ce type de douleur-là, étant donné que les préjudices dépassaient les bienfaits. Olivia va pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail là, de ce qu'on a trouvé dans la littérature par rapport à ça. Ensuite, pour les lombalgies chroniques, la définition de ça, un peu comme pour l'arthrose, c'était plus ou moins clair. Il semblait rentrer l'arthrose facétaire là-dedans. Il incluait aussi les sciatalgies neuropathiques ainsi que les radiculalgies, ce qui semble un peu overlapper sur la 3e catégorie, donc influencer possiblement les traitements là, dont je vais vous parler. Et dans les premières options, on retrouve un peu là, comme en douleur arthrosique, les INS ainsi que le Cymbalta. Cette fois, là, les antidépresseurs tricycliques comme les Lavil se retrouvent dans les options qui ont été démontrées efficaces.
En deuxième option, chose intéressante là, que je veux vous pointer, d'abord l'acupuncture qui a été démontrée comme non concluante dans cet article-là. Par contre, il y a beaucoup de biais qui sont rapportés dans la littérature par rapport à l'évaluation de l'efficacité de l'acupuncture, notamment là, par rapport au placebo qui, des fois, est difficile à mettre vraiment neutre dans les études. Puis finalement, les injections de corticoïdes, à noter que c'est précisément pour les injections épidurales qui disaient qu'il n'y avait pas noté de bienfait dans la littérature, mais l'article en question ne se penchait pas sur les infiltrations facétaires ou autres. Donc, je pense que ça serait une option qui demeure à considérer là, auprès des patients. Finalement, la douleur neuropathique, douleur qui incluait surtout les névralgies post-herpétiques, les neuropathies diabétiques ainsi que les névralgies du trijumeau. Comme je vous dis, là, les douleurs neuropathiques qui vont avec les lombalgies semblaient plus incluses là, dans la deuxième catégorie. Donc, comme première option, les gabapentinoïdes qui ont été bien démontrés efficaces. À noter que tantôt dans la lombalgie, je n'en ai pas parlé des anticonvulsivants. Fait intéressant, les anticonvulsivants ont été introduits dans la lombalgie un peu comme extension de leur efficacité pour les douleurs neuropathiques, mais ça n'a jamais été démontré si efficace que ça pour les douleurs type sciatalgique ou radiculalgie. Mais dans l'article en question, là, l'étude n'avait pas porté là-dessus, c'est pour ça que je ne vous en ai pas trop parlé, mais ça serait intéressant là, de s'y pencher dans un deuxième temps si jamais le Collège des médecins de famille désire s'y attarder. Puis finalement, comme deuxième option, bien, vous pouvez les lire. Là. Il n'y en a pas tant que ça. En fait, il n'y a pas tant d'options qui ont été démontrées efficaces, puis beaucoup ont été non concluantes ou n'ont pas démontré de bienfaits. Donc, bref, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options qu'on utilise en clinique qui ne sont pas si efficaces que ça. Donc, souvent, ça vaut la peine de faire des combinaisons, mais surtout, là, c'est de faire la discussion partagée avec le patient, étant donné qu'on n'a pas de consensus clair dans la littérature pour bien des options qui s'offrent à nous. Ici, vous avez un petit peu là, le résumé des recommandations pour vous y référer au besoin. Ensuite, je vais vous parler un peu des points forts et des limitations là, de l'article. En fait, le premier point fort là, que je voulais mentionner, c'est vraiment que les recommandations sont vraiment axées sur la prise de décision éclairée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'ils ont vraiment essayé de trouver des recommandations qui sont élaborées à partir des meilleures données probantes disponibles, là, incluant leurs 3 revues systématiques. Puis, si on retourne un peu au tableau précédent, on voit ici qu'il aborde beaucoup d'effets secondaires rapportés par les patients dans les études. Ils rapportent aussi le nombre de pourcentages d'abandon dû aux effets secondaires, puis les coûts même associés à certains traitements. Donc, en fait, pourquoi ils ont porté une si grosse emphase sur ces effets secondaires-là, c'est vraiment que les patients puissent choisir leur traitement en fonction là, de justement des bénéfices et des risques là, que présente chaque traitement. Puis l'autre chose, ça fait un peu avec cette partie-là, mais c'est le fait que les recommandations sont vraiment axées sur la décision partagée. Donc, les auteurs reconnaissent vraiment qu'il y a un manque de données probantes là, de haute qualité portant sur les diverses facettes de la douleur chronique. Donc, ils mettent surtout l'emphase sur la prise en charge individualisée des patients ainsi que la décision partagée. Puis justement, dans le prochain tableau que je vais vous montrer, il résume bien les points de pratique là, pour la gestion de la douleur chronique en première ligne. Donc, si on parcourt un peu les points clés, dans le premier, les objectifs du traitement doivent être fixés par les patients, être réalistes et viser des résultats fonctionnels. On voit que, encore une fois, c'est vraiment discuter là, de ce qu'attend le patient avec chaque traitement. Il parle aussi de la réduction de la dose des médicaments, ce qui offre en général le plus grand bienfait et le plus faible risque d'effet indésirable chez nos patients. Puis, point intéressant qu'il faut considérer aussi, il s'agit d'envisager d'arrêter toute intervention pharmaco n'ayant montré aucun bienfait net entre les semaines 8 et 12. Puis que la déprescription est aussi une forme de gestion de la douleur chronique.
Puis finalement, ils disent que les échelles de douleur sont plus ou moins fiables là, parce qu'ils se reposent surtout un reflet de facteurs émotionnels et psychologiques plutôt que de la douleur en soi. Fait qu'il faut surtout se concentrer sur l'adaptation à la douleur puis sur l'impact fonctionnel là, chez le patient. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas nécessairement de recommandations concernant les doses, les fréquences, ni la durée des traitements, mais surtout sur la prise en charge globale des patients, tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs réponses aux traitements proposés. Concernant les limitations de recommandation, il y en avait quand même une couple qu'on a identifiée, là, dont la première qui s'agit du fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus clair dans la littérature concernant les différentes facettes là, de la gestion de la douleur chronique. On sait que souvent, les cas de douleur chronique sont complexes. Là, il y a des patients qui viennent avec multiples comorbidités, qui auront déjà essayé multiples traitements auparavant, multiples interventions. Donc, souvent, quand on les prend en charge, c'est des cas complexes. Puis ça, c'est un autre volet que les recommandations n'abordent pas nécessairement. En fait, il avoue qu'en l'absence de consensus clair, il faut vraiment mettre l'emphase sur la décision partagée dans ces cas-là. L'autre chose que les recommandations n'abordent pas nécessairement, c'est l'utilisation des opioïdes et des cannabinoïdes. On va en parler un peu plus tard, là, mais dans le fond, pourquoi ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a déjà plusieurs outils de référence dans la littérature qui parlent des opioïdes. Justement, Peer a sorti un outil de référence récemment concernant l'utilisation des opioïdes en douleur chronique. Puis il y a British Medical Journal qui a sorti justement un outil de référence pour l'utilisation des cannabinoïdes en gestion de douleur chronique. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas systématiquement abordé ces points-là, mais je pense que c'est quand même utile vu que de plus en plus, ça va être populaire dans notre pratique médicale. Finalement, comme Frédéric a mentionné tantôt, il n'y a pas vraiment de définition claire là, concernant chaque type de douleur. Ils vont classifier les douleurs en douleurs type neuropathique, arthrosique, mais parfois, il y a des chevauchements en pratique, puis ça rend plus difficile d'appliquer les recommandations qu'ils nous proposent, simplement parce que ce n'est pas toujours blanc ou noir. Donc, par exemple, la douleur, l'arthrose facétaire avec radiculopathie, dans quelle catégorie on rentre ça? Puis est-ce qu'on peut vraiment appliquer les recommandations qu'ils nous suggèrent ou il faut un peu se baser sur les recommandations puis former notre propre idée? En fait, ce guideline se veut surtout un outil de référence là, qui détaille les diverses options de traitement de la douleur chronique plutôt qu'une approche systématique là, adoptée chez tous les patients. C'est surtout ça que les auteurs mentionnent dans leur article. Ensuite, si on fait un bref survol là, sur l'utilisation du cannabis médical et des cannabinoïdes en douleur chronique, en fait, il y a un article qui est sorti là, dans le British Medical Journal en 2021 qui se demande justement le rôle du cannabis et des cannabinoïdes chez les personnes atteintes de douleurs chroniques secondaires au cancer ou bien aux causes non cancéreuses. Puis finalement, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y avait une faible recommandation là, d'offrir un essai thérapeutique de cannabis médical ou de cannabinoïdes si les soins usuels sont insuffisants. Donc, pourquoi on parle de faible recommandation ici? C'est qu'ils ils savent que les bénéfices, ils ont réalisé que les bénéfices de l'utilisation de ces produits ne dépassent que de très peu là, les risques associés. Donc, ils recommandent surtout d'effectuer une décision partagée avec nos patients, là, tout en tenant compte de leurs valeurs puis de leur contexte biopsychosocial, par exemple chez les patients qui ont déjà eu une expérience antérieure avec le cannabis. Donc, c'est ça qu'on a trouvé concernant le cannabis médical et les cannabinoïdes. Puis, on voit ici le tableau qui résume l'article. On voit qu'il y a quand même eu un bénéfice là, au niveau de la qualité du sommeil, sur la fonction physique, puis également sur, pardon, j'ai un blanc, sur la réduction de la douleur. Donc, il y a quand même eu des bénéfices, mais on voit juste en bas, on voit qu'il y a quand même eu plusieurs effets secondaires, dont les atteintes cognitives, la somnolence, puis un impact au niveau de l'attention puis de la concentration. Donc, ce n'est pas à négliger.
Puis, en fait, ces recommandations sont surtout applicables chez les adultes. Chez les femmes enceintes, ils le recommandent moins. Puis, chez les jeunes patients ou les adolescents, en fait, ils recommandent plutôt l'utilisation du CBD plutôt que le THC, vu leur effet potentiel sur le développement neurocognitif. Puis finalement, les auteurs soulignent l'importance de monitorer les effets secondaires au cours du traitement parce qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient rapportés. Ensuite, concernant l'utilisation des opioïdes en douleur chronique, il y a d'autres lignes directrices qui ont été émises là, en 2009 par le Collège des médecins du Québec concernant l'utilisation des opioïdes en première ligne pour la douleur chronique non cancéreuse. Puis finalement, il suggère qu'il est généralement admis de les introduire en deuxième ligne, là, après le Tylenol, après les anti-inflammatoires pour la douleur nociceptive, puis en deuxième ou troisième ligne pour la douleur neuropathique. Puis finalement, il suggère, il déconseille vraiment les opioïdes à courte action et privilégie vraiment ceux à longue durée d'action ou les timbres transthermiques. Puis le recours aux entredoses est plutôt limité. Donc, c'est ça qu'on a trouvé par rapport à l'utilisation des opioïdes en douleur chronique. Donc, si on conclut, je pense que l'important, c'est de mettre l'emphase sur les mesures non pharmacologiques, par exemple l'activité physique et la psychothérapie dont on a abordé tantôt, par rapport à l'impact modeste de la médication. On retient aussi l'importance de la décision partagée pour permettre aux patients de participer à la gestion et la prise en charge de sa douleur, vu que souvent, c'est des cas complexes là, qui incluent beaucoup de comorbidité et beaucoup de traitements antérieurs. D'où l'importance d'en parler avec nos patients des risques et des bénéfices. Donc, c'est ça qui conclut notre présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci. On va regarder sur le chat. Bon. Alexandra, est-ce que toujours oui? Oui, je suis là. Je suis là. Je pense que Diane a une question. Ben, je voulais juste mentionner par rapport au consensus. Je vois ce que le Collège des médecins du Québec a dit en 2008. Puis en 2017, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la gestion de la douleur chronique qui était canadien. Là, je ne suis pas capable de retrouver, c'est ce qu'on présente dans la formation là, en lombalgie sur la recommandation des opioïdes. Ils étaient encore plus restreints, je dirais, que ce qu'ils disaient là. M'entendez-vous quand je parle? Oui, il faut juste vous recommencer votre question. Okay. On n'a pas entendu le début. Merci. OK. En fait, est-ce que vous entendez maintenant? Oui. OK. Alors, mon commentaire, c'était que le Collège des médecins, de ce que vous avez pris, qui était 2008, en 2017, il y a eu un consensus qui est sorti aussi sur la gestion de la douleur chronique. C'est canadien. Là, il faudrait que j'aille dans la présentation, le temps que j'ouvre la présentation sur la lombalgie qu'on a donnée la semaine dernière. Mais eux disaient par rapport à les opioïdes, idéalement les utiliser, de les éviter, OK, autant que possible. Là, ils ne les mettaient même pas vraiment en deuxième ligne. Ils disaient que c'était vraiment aigu de courte durée et pas pour quelque chose, soit eux, des longues durées avec même des timbres. Ils en parlaient de façon, là, peut-être qu'on parle des cas beaucoup plus sévères là, que ce qu'on a vu, mais d'être quand même beaucoup plus prudent là, que de les amener aussi rapidement. C'est un commentaire. Merci. En fait, je pense qu'il faut comprendre de cette présentation-là, c'est vraiment la virée, en fait, envers le traitement de la lombalgie qui, plus ça va aller, moins il va être médicus et plus en termes de non-pharmaco. Fait que, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut que les patients, il faut qu'on invite les patients à faire, puis il faut qu'on les invite vraiment à prendre part à leur amélioration, puis la notion de le faire en fonction du résultat pour améliorer leur fonction versus pas pour améliorer le niveau de douleur. Ça, il va falloir que ça soit aussi mis en avant-plan là, chez nos patients. Fait que d'arrêter de focusser sur j'ai mal à combien sur 10, mais plus de focusser sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Ça peut faire un changement. L'autre affaire, c'est que les filles, vous l'avez bien dit, c'est des recommandations. C'est-à-dire que même si les recommandations de ça, puis le résumé, là, si vous regardez comme il faut, c'est écrit dans les petits caractères, c'est ce qui va offrir un soulagement à plus de 30% des patients. Puis il y a le chiffre de pourcentage jusqu'à combien de patients, je m'excuse,
chez quel patient ça va amener une diminution des symptômes de plus de 30 puis c'est le pourcentage de patients chez qui ça amenait ça. Fait que c'est pas parce que dans les lignes directrices, ça diminue la douleur de plus de 30 chez 50 des patients que chez notre patient, ça va fonctionner. Fait que des fois, il faut aussi faire du fine-tuning puis ajuster ça en fonction du patient qu'on a en se rappelant que le non-pharmaco va tout le temps prioriser. Puis, fait activité physique, mais TCC, et ainsi de suite. Puis des fois, on est un peu gêné là, comme clinicien pour un patient qui vient de voir pour un problème physique de suggérer une psychothérapie, mais c'est appuyé par la littérature. Il faut qu'on mette ça de l'avant, il faut embarquer les patients là-dedans, puis il faut vraiment c'est de la prise en charge médicale, en fait. Fait que merci les filles, c'est une excellente présentation. Merci de votre écoute.